Je pense que personne ne s'attendait à cette qualité. Replay. Comme d'habitude, la première partie de la vidéo est sans spoiler et lorsque je commencerai à spoiler, je vous préviendrai évidemment. Replay est l'histoire d'un enquêteur qui travaille pour une famille riche américaine qui doit aller en Italie afin de retrouver le fils de cette famille et de le ramener au pays. Malheureusement, le fils refuse et l'enquêteur prend un peu goût à la Dolce Vita et décide de rester en Italie. Sauf que pour cela, il doit se lier d'amitié avec le fils de cette famille et même un peu plus. À la base, je voulais faire une critique compilation de plusieurs séries que je suis en train de regarder en ce moment. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais parler de Régime, je vais parler de Constellation. J'ai pas encore fini Constellation pour le coup. Et je rajouterai une troisième série dans le mix pour vous conseiller 3 séries dans une seule vidéo. Ou pas d'ailleurs, en fonction de la qualité de ces séries. Du coup, je voulais rajouter Replay dans cette compilation, mais bordel. Il fallait que j'en parle en vidéo dédiée parce que c'est quelque chose d'assez spécial. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, c'est la même histoire que le talentueux Monsieur Ripley qui est sorti en 99, si je dis pas de bêtises. Et aussi Plein Soleil avec Alain Delon que pour le coup je n'ai pas vu, qui est sorti en 1960, je crois aussi. Et pour les jeunes, c'est la même histoire que Saltburn, j'exagère un petit peu quand je dis ça. Mais même si vous avez vu toutes ces œuvres-là, vous pouvez quand même regarder Replay. Et d'après moi, vous devez regarder Replay. C'est la série de Steven Zaillian. Steven Zaillian, c'est l'un des scénaristes les plus connus à Hollywood. Juste en termes de série télé, il en a pas fait beaucoup. C'est genre, je crois, sa deuxième. Mais il a fait The Night Of sur HBO. Si vous n'avez pas vu The Night Of, c'est mortel. C'est une mini-série sur HBO qui est incroyable, je vous la conseille. Et en termes de cinéma, c'est vrai qu'il a pas fait grand chose. Il a juste écrit La Liste de Schindler, Irishman et beaucoup de films d'ailleurs de Martin Scorsese, American Gangster, Moneyball et j'en passe. Le mec a une carrière énormissime, un CV de malade mental. Il a bossé sur plein de chefs-d'œuvre du cinéma, c'est un délire. Donc là, il a écrit tous les épisodes de la série qui sont évidemment adaptés du livre. Je sais pas à quel point il adapte le livre ou pas parce que je l'ai pas lu, mais raconte toute l'histoire. Il y aura pas de saison 2. Cependant, l'autrice a écrit d'autres histoires similaires et pourquoi pas un jour réadapter ces histoires, qui ont déjà été adaptées au cinéma d'ailleurs, dans plein d'œuvres différentes, on en parle après. Là, Steven, il réalise tous les épisodes, il écrit tous les épisodes, c'est sa série. Et il n'a pas fait les choses à moitié, sa série a été filmée à New York, à Rome, à Venise, à côté d'Amalfi, à côté de Naples, à Trani pour être précis. Bref, évidemment, ça a été filmé sur place. Il y a quelques passages qui sont quand même faits en studio pour des raisons logistiques à certains moments, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. C'est vraiment son bébé de 8 épisodes, de 45 minutes, 1 heure en moyenne, mais il n'a pas bossé tout seul. L'autre personne qui est hyper importante dans ce débat-là, c'est le chef-op oscarisé Robert Elswit, qui a bossé sur plein de films de Paul Thomas Anderson, l'un des plus grands réalisateurs qui travaille en ce moment, et il a surtout gagné un Oscar pour There Will Be Blood, chef-d'œuvre, l'un de mes films préférés de tous les temps. Et ce n'est pas une exagération quand je dis que c'est probablement la plus belle série Netflix de l'histoire. On dit souvent que les séries n'ont pas l'occasion d'avoir de la mise en scène parce que c'est dur d'avoir de la mise en scène sur 8 heures de contenu constamment. Sur 2 heures ça va, ça coûte cher et tout. Alors là, je vous jure, c'est un film. C'est un film de 8 heures, c'est spectaculaire. En termes de mise en scène de photographie, c'est exceptionnel. C'est d'une beauté, c'est d'une justesse, c'est tellement intelligemment filmé. Toute la série est en noir et blanc, c'est peut-être la chose qui va dissuader plein de personnes, mais c'est l'un des plus beaux noirs et blancs que vous allez voir de votre vie. Sans déconner, c'est magnifique, juste avec la profondeur de couleurs et tout, c'est génial, mais pas que ça. Premièrement, la manière dont les visages sont mis en avant par les différentes couleurs, ou si je dois être précis, par les différentes nuances de gris, exceptionnel. Il y a un travail qui est fait sur la nuance pour décrire tellement l'état psychologique des personnages. Il y a plein de plans sur les escaliers, qui soient filmés d'en haut ou d'en bas, qui ont une vraie symbolique aussi. J'ai pas envie de vous spoiler évidemment, mais chaque plan a une réelle symbolique et chaque plan est là pour une raison bien précise. Chaque plan traite des personnages. Aucun plan n'est là au hasard. Chaque moment est utilisé pour raconter un élément précis de la psychologie des personnages. Les escaliers sont une belle métaphore, mais pas que. Il y a des plans de haut sur des plages, sur la ville, sans même évoquer la composition qui est là magnifique. Il y a tellement un travail sur les objets, que ce soit les grains de sable ou justement les pierres de la rue, qui est constamment répété avec d'autres objets par la suite, comme on voit dans ce plan-là, qui est pareil, pas aléatoire du tout, si vous avez vu la série. Il y a des plans de nuit qui sont exceptionnels, avec justement ces lumières au loin, et je me suis dit, mais c'est étonnant, parce que c'est pas la lune qui fait une lumière comme ça, et en vrai, oui, c'est des vraies lumières qu'ils ont parfois montées sur des grues pour avoir cette lumière-là, et c'est génial. Donc c'est pas des lumières naturelles, parce que dans certaines zones, il n'y a pas de lumière naturelle, que ce soit en ville ou à l'extérieur, mais toujours une symbolique dingue. La nuit, c'est grandiose, et puis tous les plans d'église, il y a un scope qui est épique, sans mauvais jeu de mots, parce que scope, mais qui
qui est épique, qui est fou et qui symbolise encore une fois un aspect religieux de quête de la vie dont je vais parler après. Donc juste d'un point de vue visuel, c'est une claque et c'est super bien mis en scène. Pourquoi? Parce que oui, c'est beau, d'accord, mais c'est parfaitement rythmé. Chaque séquence a la durée qu'il faut. Il joue à fond sur la symbolique religieuse, sur le passé, ça j'en parlerai après aussi. Il y a une tension et un stress constant. Il y a un épisode qui est quasiment muet, j'exagère un peu quand je dis ça, mais impossible de décrocher et de l'épisode 5 à 8, vous ne respirez plus. Vous passez 4 heures à ne plus respirer. C'est tellement stressant, il y a tellement une tension de malade mental. C'est un thriller d'enquête policière de malade mental qui te fait penser à Hitchcock, à Orson Welles et dans les visuels évidemment à Fellini. C'est une dinguerie. Il y a un hommage aux années 60 qui est exceptionnel, mais qui t'empêche de respirer tellement c'est prenant et intense. Et puis le travail, comme je vous l'ai dit, sur les objets, mais surtout sur la répétition. Il y a un personnage, un enquêteur, qui va souvent visiter des endroits et la manière dont les objets sont placés, la manière dont les acteurs interagissent avec les objets sont tellement importants pour l'histoire, le travail minutieux qui a été fait sur 8 épisodes. Ça me fait beaucoup penser à Better Call Saul où parfois dans certaines séquences, il passait beaucoup de temps à faire des tâches assez classiques et du quotidien mais qui étaient filmées d'une justesse et avec une importance tellement essentielle à l'œuvre que tu étais hypnotisé. Bah là, c'est la même chose mais pendant 8 heures. Il y a un jeu sur la répétition parce qu'on parle beaucoup d'identité dans l'œuvre et du coup, bah forcément, parfois on répète des séquences mais avec une identité différente et ça, c'est tout un sous-texte un peu queer qui est très présent dans l'œuvre. Mais c'est une série qu'il faut regarder pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a très peu de séquences où ça parle. C'est une série qui est de la narration visuelle. Il y a plein d'idées dans la manière dont les lettres sont lues. Beaucoup de personnages, vu que ça se passe dans les années 60, vont lire des lettres. Et du coup, bah, il y a une sorte de chose de mise en scène qui est faite par rapport à ça, qui fait beaucoup penser à Wes Anderson d'ailleurs, qui est assez génial. Vu que ça se passe en Italie, le personnage principal parle pas italien, il y a pas mal de traductions qui sont faites visuellement. Les journaux qui sont traduits l'italien à l'anglais pour justement te montrer sur quoi il faut concentrer tes yeux. Il y a des choses de montage qui sont très particuliers, surtout dans le dernier épisode où il y aura genre des flashs sur des personnages pendant genre une demi-seconde, mais qui sont tellement importants. Le langage, évidemment, il parle en anglais et en italien, et le personnage principal apprend de plus en plus l'italien, mais il a encore des difficultés, et forcément, ça cause des problèmes dans l'intrigue. Je dirais même qu'il y a trop d'anglais, parce que parfois, t'as des personnages, genre la police en Sicile, qui parlent anglais, tu dis, bon, il y a un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Déjà qu'ils ont du mal avec l'anglais aujourd'hui, les Italiens, et nous aussi en France, hein, je précise, il y a 60 ans, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais je comprends, c'est pour l'histoire, le scénario, c'est pas si grave. Mais c'est ça qui est fort, c'est que ça parle à peine, et tout est dans les visuels et c'est dingue. Et ça permet de plonger dans l'ambiance, dans la psychologie des personnages, dans cette enquête qui est stressante. C'est pas une série muette non plus, hein, mais les séquences les plus mémorables sont souvent celles où il se passe rien du point de vue du dialogue. Mais les dialogues sont tellement bien et prenants et les interactions avec les acteurs sont toujours genre hyper stressantes. Et ce qui est fort avec le noir et blanc, c'est qu'ils ont réussi à enlever toute la couleur, sauf à une scène, et ça l'a rendue encore plus puissante, que ce soit en symbolisme. Et la série va souvent te surprendre. Elle va parfois te faire stresser par un truc et te surprendre avec un autre truc qui sort de nulle part, que tu avais complètement oublié, parce que le personnage principal, lui, se rappelait de ce que l'image te montre et avait complètement oublié un autre truc qu'il devait cacher qui apparaît soudainement. Et tu ressens la même chose que le personnage principal, t'es juste étonné quoi. Et c'est une montée en tension folle. Alors les 4 premiers épisodes sont très bien, mais à partir du 5, c'est impossible de s'arrêter. Le binge-watching est obligatoire. Le premier, je me suis dit, ouais, c'est bien comme série, c'est sympa. Le deuxième, je commençais vraiment à être dedans. Après le deuxième, c'est fini. T'es dedans 100%, impossible de s'arrêter. Si tu dois faire la nuit sur la série, tu feras la nuit sur la série. C'est trop bien. Ça parle forcément de richesse, d'abondance et à quel point la richesse attire les gens, que ce soit de manière romantique, que ce soit de manière artistique, que ce soit par la jalousie, que ce soit par le sexe, par l'amour et tout. La richesse corrompt d'une manière que je trouve vraiment pertinente et vraiment super efficace dans ce que la série veut raconter sur cette abondance qui est utilisée constamment par beaucoup de personnes sans penser à l'être humain derrière, sans penser à l'humanité, tellement que l'humanité disparaît. Il y a le côté évidemment de vivre une vie d'un arnaqueur qui vient avec le stress de se faire attraper, qui est super efficace, mais il y a plein de thématiques qui sont plus intéressantes à prendre dans la série. C'est le côté religieux où tu as l'impression que tout est un peu volonté divine et que le personnage principal fait sa propre chance. Il a cette impression d'être un peu un élu et en même temps, il joue avec les codes de la religion, de la foi, il en profite. Et en même temps, il y a beaucoup de Caravage dans ces églises-là et il s'identifie beaucoup au personnage de Caravage. Tu auras toute une séquence justement avec Caravage au XVIIe siècle qui est super intéressante et prenante et ça part de la quête de la vie, de ce qu'il faut faire pour son art entre guillemets et ta personnage principale qui s'identifie un peu à l'art et à la religion et ça lui crée une psyché complètement différente de beaucoup de personnes. Et c'est tellement fort dans la manière dont c'est utilisé. Il y a tout un sous-texte sur l'homosexualité, sur la transidentité pour le coup parce que littéralement il change beaucoup d'identité au point de se travestir, disons. Donc ce mix de quête de l'art, il y a beaucoup d'art aussi dans l'œuvre de manière générale. L'arnaque qui est vu comme un accomplissement artistique religieux ici, et en même temps ce sous-texte de transidentité, d'homosexualité qui est vraiment pas du tout traité au final, mais qui est vraiment un sous-texte qui est intéressant dans un monde qui se resserre de plus en plus autour du personnage. Évidemment, les personnages sont tous exceptionnels dans les dialogues, dans leur évolution, la manière dont ils s'attachent à des choses auxquelles ils ne devraient pas forcément s'attacher, l'alchimie entre eux qui est dingue, l'émotion que tu ressens pour eux alors que c'est pas toujours des bonnes personnes, mais surtout
surtout l'acting. Je suis désolé, Andrew Scott, là, grand acteur, il a prouvé de plus en plus ces dernières années, mais là, la subtilité de son jeu, que ce soit son regard, ses petits mouvements, la manière dont il change de jeu en fonction de ce qui se passe, ses mouvements de lèvres qui sont assez étonnants, son regard, il est incroyable. Andrew Scott, il est sur la performance d'une vie là pour le coup, alors que cette année-là, il a sorti une performance d'une vie avec Sans jamais nous connaître, qui est un grand film aussi, mais alors là, franchement, énorme claque. Il est grandiose, il est incroyable, mais il est subtil. Il a jamais des séquences où il en fait des caisses, et je trouve que de l'art de sa subtilité, la manière dont il porte la série, le mec est incroyable. Rien à dire, c'est fou. Il y a plein d'autres acteurs évidemment qui sont bons, très bons évidemment, comme Johnny Flynn, Dakota Fanning, qui n'ont pas l'occasion de briller, mais ils sont charismatiques, ils font le taf, ils percent aussi un petit peu l'écran. Il y a plein d'acteurs italiens qui ont brillé, beaucoup qui tiennent des hôtels par exemple, mais surtout un en fait, l'enquêteur, Maurizio Lombardi, qui est complètement... Alors là, c'est un délire. Le mec, il rentre dans une scène, tu flippes. Et à la fois, tu te sens en sécurité. C'est-à-dire que tu sais que le gars est méchant, donc tu flippes pour le gars, mais en même temps, s'il était là pour t'aider, tu sens qu'il t'aiderait. Il a une prestance tellement forte. Il joue tellement bien et en italien et en anglais. Il bouffe l'écran pour le coup. C'est d'ailleurs le seul acteur qui arrive à bouffer Andrew Scott à l'écran. Et c'est le but de l'histoire. C'est qu'il faut qu'il se fasse bouffer parce que c'est l'enquêteur. C'est lui un peu le bourreau. Et c'est tellement puissant la manière dont il le bouffe, tout simplement. Cette prestance qu'il a, il a une voracité qui est dingue, qui perturbe. Le mec est flippant, quoi. Mais en même temps, il a ce côté très chaleureux parce qu'il a un compas moral, contrairement à d'autres flics d'ailleurs dans la série, qui est juste. Donc c'est génial de le voir aussi menaçant et aussi réconfortant. Pour moi, ce mec-là, c'est une révélation. Ça fait 30 ans, il joue au cinéma. Mais là, dans cette série-là, le mec est exceptionnel. Il y a aussi mon gars sûr, Louis Hoffman, qui est là, un petit rôle. Je sais pas ce qu'il fait chez Netflix. J'aimerais bien que Netflix lui redonne des vrais rôles. Le gars a porté l'une des séries les plus cultes de Netflix. Redonnez-lui des vrais rôles, bordel. Le gars est super talentueux, mais il mérite mieux. Là, il a juste une scène qui sert à rien. Enfin, c'est pas qui sert à rien, mais bon, voilà, on n'a pas vu son talent d'acteur. L'enquête est vraiment détaillée, dans le sens où on a 8 heures de série. L'enquête est importante. Mais vu que ça se passe dans les années 60, il n'y a pas Internet, et c'est beaucoup plus simple de déterminer les choses que tu puisses faire. C'était beaucoup plus simple à l'époque d'être un criminel. C'est évident. Le seul truc qui est plus avantageux aujourd'hui, c'est les frontières. Vu qu'en Union Européenne, il n'y a pas de frontières, tu peux te balader de pays à pays sans problème. Si tu te fais choper à Naples, dans cette série-là, tu peux pas quitter l'Italie parce qu'il y a l'immigration. Dans la vie d'aujourd'hui, si tu te fais choper à Naples, tu prends une voiture et en théorie, tu peux vivre toute ta vie en Pologne ou en Slovénie sans qu'on te crame. Bon, j'exagère, hein. Mais mis à part ça, c'est évidemment plus facile d'être un criminel et ils sont très détaillés sur comment ils attrapent les gens. Et du coup, toi, tu fais un peu ton enquête et tu dis, ok, comment ce gars-là peut se faire choper avec les outils de l'époque. Et il y a tellement de choses que le gars ne comprend pas, le personnage principal, mais que toi tu comprends et tu sais que ça vient plus tard dans la série et c'est pas des bêtises. C'est juste qu'ils savaient pas parce que c'est un nouveau monde et ils en parlent souvent. Le téléphone et des choses comme ça, c'est nouveau en soi. C'est génial la manière dont tu es investi dans l'œuvre et tu fais toi aussi ton enquête. Pour conclure, je pense vraiment que Ripley est un chef-d'œuvre. Il faudra que le temps passe un petit peu, mais c'était une aventure dans une ambiance de folie, pleine de tension, de stress, avec des émotions contradictoires pour le spectateur, avec un attachement au personnage, à l'enquête, à l'intrigue, hyper bien rythmé, extrêmement bien mise en scène, magnifique visuellement, avec des acteurs qui jouent extrêmement bien. Ça serait dommage que cette série soit snobée aux récompenses, et ça serait dommage que les gens passent à côté. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée, regardez cette série. Je suis conscient que ça peut pas être pour tout le monde, mais moi j'ai été hypnotisé de A à Z, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et c'est rare que je trouve ça tellement maîtrisé. C'est une dinguerie. Je ne rigole pas. Donc foncez dessus, au moins essayez. Je pense que beaucoup de personnes vont être un peu hésitants au début, mais franchement, je pense que tout le monde va accrocher à partir du 3e épisode. Même si les 2 premiers épisodes sont très bien aussi, hein, je précise. Il n'y a pas un mauvais épisode ou un épisode avec du mou. Pas du tout, quoi. C'est un crescendo de malade mental. Foncez dessus. Et moi, maintenant, je vais rapidement spoiler quelques trucs. Évidemment, t'es à fond dans l'histoire à partir de la mort de Monsieur Greenleaf, qui arrive assez tôt, épisode 3, et à partir de là, c'est un jeu sur l'identité. Qui est Greenleaf, qui est Thomas Ripley, ça joue un peu entre les deux, d'où la thématique un peu de transidentité, parce qu'il se perd un petit peu dans son identité, il sait pas réellement qui il est, puis il limite, et puis il essaie de se retrouver lui-même aussi, et à la fin, il accepte sa propre identité, au final. Mais l'épisode 5... oh là 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 là, oh la dinguerie. 1 heure d'épisode, ça s'arrête pas, quoi. C'est là qu'il y a un avant, un après pour ce personnage-là. Bon, déjà, tuer une personne, c'est horrible. Mais l'épisode 5, entre cacher le corps de la victime, l'enquête et tout, oh là 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 là. J'étais tellement stressé, quoi. Alors qu'on devrait pas, le gars, c'est un tueur. Mais j'étais tellement stressé. J'avais la boule au ventre tout l'épisode. Et après, ça s'est pas arrêté. À partir de là, je ne pouvais pas m'arrêter, quoi. Et les épisodes sont de plus en plus longs. À la fin de l'épisode 6, tu dis, ok, c'est fini. Il reste 2 épisodes et c'est les plus longs de la série. Genre, ça dure 1 heure, 1 heure 15. Tu fais, waouh, ok. Je pensais pas qu'il restait autant de temps, mais ça se binge-watch. Une folie. Il y a une chose qui, je pense, peut déranger beaucoup de personnes, c'est le maquillage à la fin. Pourquoi est-ce que l'enquêteur l'a pas reconnu? Beaucoup de personnes vont dire, moi j'aurais reconnu et tout. Écoutez, hein, moi quand je bossais en entreprise, moi je reconnaissais pas mes collègues en dehors du taf, alors qu'ils étaient habillés pareil. Parce que moi je suis habitué à les voir au taf. Dès qu'ils sortaient du taf, moi je les reconnaissais plus. Donc ça m'étonne pas que le gars là l'ait pas reconnu, surtout qu'il fait nuit. Mais c'est qu'avec le noir et blanc, on voit pas trop les lumières et tout, c'est normal, c'est un peu le but. Mais il y en a qui vont gueuler sur une facilité scénaristique. Je pense pas. Je trouve que c'est thématiquement approprié. Et c'est là que justement Thomas Ripley a pris le dessus jusqu'à la fin que j'adore.
j'adore. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, la première chose que t'aurais demandé, c'est une photo du mec. Mais à l'époque, c'est pas instinctif. Et surtout que t'as vu une photo dans le passeport et tout. La fin, j'ai adoré. C'est bon, c'est fini. Tu sais qu'il va se faire attraper là. C'est la fin. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de voir ça. Ce qui est bien, c'est lui qui s'assume, qu'il est Thomas Ripley, après tout son long périple, mais qu'à la fin, scénaristiquement, on sait qu'il sera puni quand même. Et ça, on s'en fiche. L'histoire est plus intéressante à partir de là. Mais j'aime beaucoup la manière dont tout le monde profite de la mort du personnage de Greenleaf. Ses parents sont presque soulagés. Thomas Ripley, n'en parlons même pas. Le personnage de Dakota Fanning, pareil, il en profite aussi. Elle devient célèbre grâce à ça. L'enquêteur, il est en train de poser sur les journaux et tout, il devient célèbre aussi. Tout le monde profite de la mort de ce gars. Et c'est l'histoire de la vie de ce mec. Tout le monde profitait de lui. Sauf quelques personnages, comme le personnage de Freddy, par exemple, où tu sentais qu'il y avait un vrai truc entre les deux, que ce soit une romance ou pas, peu importe. Mais c'est la thématique. Tout le monde profite de la richesse de ce mec. Même lorsqu'il est mort. Après, il profite de son nom. Le montage est fou parce qu'à la fin, tu penses vraiment qu'Andrew Scott a tué le personnage de Dakota Fanning. Il y a une séquence qui est montrée par rapport à la police qui est folle. Tu dis, ok, c'est bon, il l'a tué. En fait, non, il est juste en train d'imaginer comment est-ce qu'il aurait pu justifier. Le délire avec la valise et l'anneau est fou parce que tu penses qu'elle va choper la valise et au final, elle chope l'anneau. Puis il y a même un super caméo de John Malkovich. Pourquoi est-ce qu'il y a un caméo de John Malkovich? Est-ce que vous connaissez le film Ripley's Game? C'est un film que moi j'ai vu il y a très longtemps, qui est adapté du coup de l'un des bouquins de l'autrice qui a aussi écrit le talentueux Monsieur Ripley. C'est un clin d'œil, voilà, je pense, ça vient de là, hein. C'est pour ça qu'il y a John Malkovich dans l'œuvre. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette œuvre. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.